c'est toi. Qu'est-il arrivé à ma douce? Elle est partie! Regarde sa façon de bouger, sensuelle. Elle ne truque pas. Je suis sûre que tu vas t'en tirer à merveille. Black Swan, analyse et explication du film. Ce sont des analyses et explications complètes qui explorent les multiples dimensions de cette œuvre. Black Swan est un film qui se présente comme une étude vertigineuse de l'effritement d'un psyché sous la pression d'une quête artistique absolue. Dès les premières images, le film nous plonge dans le rêve de Nina, un espace onirique où la perfection du mouvement de ballet s'accompagne déjà d'une sensation d'emprisonnement et de menace latente. Le cadre étroit et la caméra subjective d'Aronofsky établissent immédiatement un contrat avec le spectateur. Nous allons vivre l'histoire de l'intérieur, à travers les perceptions de plus en plus fracturées de l'héroïne. L'univers du ballet de New York n'est pas un simple décor, mais une métaphore exigeante et cruelle du corps et de l'esprit poussés à leurs limites. L'analyse du film doit commencer par son cœur narratif, l'adaptation du ballet Le Lac des Cygnes par le directeur exigeant Thomas Leroy. Le choix de ce ballet n'est pas anodin, car il impose à l'interprète principal d'incarner la dualité parfaite entre Odette, le cygne blanc pur et fragile, et Odile, le cygne noir séducteur et maléfique. Pour Nina Seyer, danseuse techniquement irréprochable mais psychologiquement enfermée dans une enfance prolongée, ce rôle devient le catalyseur d'une crise identitaire majeure. La quête du cygne noir en elle, cette part d'ombre et de sensualité libérée que réclame Thomas, va déclencher un processus d'autodestruction créatrice. La relation entre Nina et sa mère, Erika, est un pilier central de l'analyse psychologique du film. Erika, ancienne danseuse aux rêves brisés, a reporté toutes ses ambitions et ses frustrations sur sa fille. Son appartement, décoré de manière infantilisante avec ses peluches et son piano à musique, fonctionne comme une extension de son emprise. Chaque caresse peut se transformer en griffure, chaque encouragement en reproche latent. Cette relation symbiotique et toxique est la clé de voûte de l'immaturité émotionnelle de Nina.
La mer représente le refuge étouffant qui empêche la métamorphose, le monde du cygne blanc perpétuel. Le personnage de Thomas Leroy, interprété avec une séduction brutale par Vincent Cassel, opère comme un manipulateur aux motivations ambiguës. Est-il un véritable artiste cherchant à révéler le potentiel de sa protégée, ou un prédateur usant de son pouvoir pour la déstabiliser? Ses méthodes, faites de provocations verbales, d'agressions physiques déguisées en correction et d'intimidation sexuelle, brouillent les limites entre la direction d'acteur et l'abus. Il est le déclencheur de la transformation, mais aussi l'un des principaux agents de la décomposition mentale de Nina, exigeant d'elle qu'elle perde le contrôle tout en la maintenant sous son autorité. L'arrivée de Lily, incarnée par Mila Kunis, introduit la figure du double et de la rivale. Lily incarne tout ce que Nina n'est pas, spontanée, sensuelle, libre, insouciante. Elle représente l'ombre projetée, l'idéal du cygne noir que Nina doit assimiler. Le film joue habilement avec cette dualité, faisant de Lily à la fois une amie potentielle, une séductrice menaçante et un fantasme. Les scènes où elles sortent ensemble, où Nina consomme des substances altérant sa perception, marquent un point de non-retour. La frontière entre la réalité et l'hallucination commence à se dissoudre, notamment dans la scène érotique ambiguë qui suit. La mise en scène de Darren Aronofsky est un outil narratif essentiel pour traduire la descente aux enfers de Nina. L'utilisation persistante des miroirs est particulièrement significative. Ils ne reflètent plus une image unique et stable, mais deviennent les lieux de confrontation avec un double hostile, d'observation paranoïaque de son propre corps qui se trahit. Les hallucinations de Nina, d'abord subtiles, dessins qui bougent, déformations dans le métro, deviennent de plus en plus corporelles et violentes, éraflures qui apparaissent, peau qui pèle, plumes qui percent la chair. Le corps, outil de l'artiste, devient le siège d'une révolte monstrueuse. Le film établit un parallèle saisissant entre la dégradation mentale de Nina et le destin de Beth, l'ancienne étoile interprétée par Winona Ryder. Beth, mise au rebut par Thomas, est le cygne mourant en chair et en os. Son accident volontaire ou subi et sa détresse à l'hôpital servent de présage sinistre à Nina. Beth représente le futur qui l'attend si elle échoue, ou pire, le prix à payer même en cas de succès. La scène où Nina vole son rouge à lèvres ou son bâton de rouge est un acte d'appropriation et d'identification troublante à cette icône déchue. La symbolique des couleurs structure visuellement l'arc transformationnel de Nina. Elle évolue dans un monde initial de blanc, de rose pâle et de pastel, couleur de l'innocence, de la chasteté et de l'enfance. Au fur et à mesure que le cygne noir émerge, le noir envahit sa garde-robe, son maquillage, et même son environnement. Cette progression chromatique n'est pas linéaire mais conflictuelle, les deux pôles se combattant jusqu'à l'apogée du final. Les accessoires, comme le presse-papier musical ou les tableaux de la mer, participent aussi de cet univers clos et répétitif dont Nina cherche à s'extraire. La performance physique de Nathalie Portman est au centre de l'expérience du film. L'entraînement intense qu'elle a subi est palpable à chaque mouvement. Mais au-delà de la technique, c'est sa capacité à traduire la vulnérabilité, la rigidité puis la fracture qui est remarquable. Son visage est une carte des tourments intérieurs, passant de la concentration appliquée à la terreur pure, de l'extase supposée à l'agonie. La caméra scrute sans relâche chaque micro-expression, chaque goutte de sueur, chaque tressaillement, rendant la frontière entre le personnage et l'actrice, entre la souffrance jouée et la souffrance réelle, délibérément poreuse. La musique, largement issue du ballet de Tchaïkovski, n'est pas un simple accompagnement mais la pulsation narrative du film. Les thèmes du lac des cygnes rythment la vie de Nina, s'échappant des répétitions pour hanter ses moments intimes, se déformant parfois dans ses hallucinations. La partition devient le battement de cœur du film, son suspense et son lyrisme étant directement calqués sur les crescendos et les chutes de la musique. Le silence, lorsqu'il intervient, est tout aussi poignant, soulignant l'isolement et la terreur de l'héroïne. L'un des thèmes les plus profonds de Black Swan est l'aliénation par et dans le travail artistique. Le ballet est montré comme un milieu impitoyable, compétitif, où les corps sont des instruments que l'on use et que l'on jette. Les scènes montrant les pieds meurtris, les ongles arrachés, les articulations qui craquent, ne relève pas du naturalisme gratuit mais d'une métaphore de la consommation de l'artiste par son article. La quête de beauté et de perfection exige une forme de martyre, une abdication du soi au profit du personnage. La question de l'identité sexuelle et de l'éveil à la sensualité est également cruciale dans la transformation de Nina. Élevée dans un climat de puritanisme et de surprotection maternelle, elle semble étrangère à son propre désir. La pression de Thomas et l'influence de Lily l'obligent à explorer cette part refoulée. Cependant, cette exploration est constamment teintée de violence, de contrainte ou d'hallucination. Son rapport au plaisir et à son corps est médiatisé par les exigences du rôle et les projections des autres, jamais comme une découverte personnelle et apaisée. La structure du film épouse celle d'un cauchemar éveillé.
Les séquences de rêve et de réalité s'enchaînent sans coupure nette, forçant le spectateur à adopter le point de vue incertain de Nina. Les hallucinations deviennent de plus en plus crédibles, au point que l'on doute, comme elle, de la véracité des événements. La scène où Lily semble comploter avec Thomas pour lui voler le rôle, ou celle où Nina trouve sa mère peignant frénétiquement dans le salon la nuit, exploite cette incertitude pour générer une anxiété constante. L'analyse ne peut ignorer le sous-texte horrifique qui parcourt le film. Black Swan emprunte au genre pour matérialiser les peurs psychiques de Nina. Les déformations corporelles, la vue de son propre reflet prenant vie, la sensation d'être possédée par une autre entité, relèvent du film de monstre, mais ici le monstre est intérieur. La fameuse scène où Nina arrache une peau morte de son doigt et découvre une base de plumes évoque le corps comme prison et comme chrysalide, dans une image à la fois répulsive et fascinante. La relation entre Nina et Lily est le véritable moteur de la paranoïa. Chaque interaction est sujette à interprétation. Le soutien apparent de Lily cache-t-il une manipulation calculée? Ses avances sont-elles sincères ou stratégiques? Le film entretient le doute jusqu'au bout, notamment lors de la scène capitale de la veille de la première, où Nina, droguée, croit faire l'amour avec Lily et la voir ensuite ramener Thomas chez elle. Cette séquence, peut-être entièrement fantasmée, marque le point de rupture définitive de sa perception. La veille de la première représentation est un condensé de toutes les angoisses du film. Nina, enfermée dans sa chambre par sa mère, vit une crise de transformation psychotique. La confrontation avec son reflet dans le miroir qui prend son autonomie est l'apogée de son dédoublement. Lorsqu'elle brise le miroir et utilise un éclat pour tuer son double, en réalité, elle se blesse elle-même, elle accomplit un rituel symbolique, la destruction du signe blanc pur et fragile pour laisser émerger le signe noir fusionnel. C'est un acte d'autosacrifice fondateur. Le jour de la première, Nina est dans un état second, blessée, mais illuminée d'une détermination nouvelle. Sa performance du signe blanc est techniquement parfaite mais garde une froideur. C'est entre les actes que le drame culmine. En découvrant que Lily se prépare à la remplacer pour le signe noir, Nina vacille. La confrontation dans la loge est le point de basculement définitif entre réalité et délire. Lorsque Nina pousse ce qu'elle croit être Lily contre un miroir et la tue, le film montre qu'en réalité, elle s'est enfoncée à nouveau l'éclat de verre dans le ventre. Elle a littéralement retourné la violence contre elle-même. Blessée à mort, mais libérée, Nina entame sa performance du signe noir. C'est le moment de grâce et d'horreur absolue. Transfigurée, elle danse avec une sensualité et une malice qu'elle n'avait jamais atteinte. Elle a intégré Lily, elle a intégré le personnage. La perfection artistique est atteinte. La scène est intercutée avec des images de son propre corps qui saigne abondamment sous son tutu, créant un contraste insoutenable entre la beauté sublime de la danse et la réalité brutale de son autodestruction. La chute finale, la mort d'Odette dans le ballet, devient la mort réelle ou symbolique de Nina. Atterrissant sur le matelas, elle prononce ces derniers mots. Je l'ai senti. Parfait. J'étais parfaite. Cette ligne est la clé de toute l'œuvre. Elle a senti, c'est-à-dire qu'elle a enfin vécu l'émotion, la passion, le lâcher-prise que Thomas lui réclamait. Elle a atteint la perfection artistique en fusionnant totalement avec son rôle, au prix de l'anéantissement de son moi individuel. La lumière qui l'envahit alors peut être lue comme l'extase finale, l'acceptation de sa fin, ou les projecteurs du théâtre sur l'artiste consumé. L'ambiguïté de la fin est délibérée et génératrice de sens. Nina meurt-elle physiquement? La vision d'un public halluciné se levant pour l'applaudir alors qu'elle agonise suggère que son triomphe est perçu uniquement par elle, dans ses derniers instants de conscience. Le film laisse planer le doute, car l'essentiel n'est pas la mort biologique, mais la mort psychique et la renaissance symbolique. Elle est parfaite parce qu'elle a tué la Nina imparfaite, contrôlée, infantile. Le signe noir n'était pas un rôle à jouer, mais un meurtre à commettre sur sa propre personnalité. Black Swan peut aussi se lire comme une allégorie de la condition de l'artiste, et plus particulièrement de l'artiste femme dans un monde dirigé par des hommes. Nina est constamment sous le regard et le contrôle des figures d'autorité masculine, Thomas, et du surmoi maternel. Sa transformation passe par une réappropriation violente et destructrice de son corps et de son désir, mais cette réappropriation est-elle vraiment une libération, ou l'intériorisation ultime des demandes toxiques de son environnement? La perfection qu'elle atteint est-elle son idéal, ou celui que le système lui a imposé? Le film de Darren Aronofsky dialogue intimement avec son précédent, The Wrestler. Les deux films explorent le corps de l'artiste comme site de souffrance et de sacrifice. Mais là où Randy The Ram Robinson cherche désespérément une authenticité et une connexion humaine dans un art vulgaire, Nina Sayer fuit l'humanité vers une abstraction sublime. Les deux finissent brisés par leur art, l'un dans la banalité d'une crise cardiaque, l'autre dans l'éclat d'une perfection tragique. Ces deux œuvres forment un diptyque poignant sur les extrémités de la performance.
L'accueil critique et public a été à la hauteur de l'intensité du film. Acclamé pour sa direction audacieuse, son scénario haletant et ses performances électrisantes, Black Swan a marqué les esprits par son hybridité générique. Il transcende le thriller psychologique pour toucher à l'horreur corporelle et au drame artistique. L'Oscar de Nathalie Portman a récompensé non seulement sa performance, mais aussi l'immersion physique et mentale totale qu'elle a acceptée pour incarner ce rôle exigeant. En définitive, Black Swan reste une œuvre fascinante et inépuisable, une plongée dans les abîmes de la création. C'est un film sur le vertige de devenir l'autre, sur le prix exorbitant de la beauté, et sur la fine ligne qui sépare le dépassement de soi de l'autodestruction. À travers le prisme du ballet, Darren Aronofsky nous offre une méditation angoissée et sublime sur l'identité, le désir et le terrible sacrifice que demande parfois l'art. La dernière image de Nina, radieuse dans la lumière blanche, reste gravée comme l'icône paradoxale d'une défaite triomphale et d'une perfection mortelle. Et la métamorphose de Nina n'est pas seulement psychologique, mais aussi profondément organique et cellulaire, comme si son corps refusait passivement la transformation avant de s'y plier de manière monstrueuse. Les premières démangeaisons sur l'omoplate annoncent une mutation bien plus littérale qu'elle ne pouvait l'imaginer, préfigurant l'éclosion d'une autre nature enfouie sous sa peau. Cette corporalité de la folie artistique se manifeste par des sensations physiques toujours rapportées avec une caméra intrusive et clinique, scrutant chaque pore. La chair devient le paysage visible de l'invisible bataille entre ces deux pôles identitaires, un champ de guerre où la perfection s'écrit avec des stigmates. Le ballet lui-même, art de l'immatériel et de la légèreté, est ainsi constamment ramené à sa matérialité douloureuse et sanglante, créant une tension insoutenable. L'appartement partagé avec la mère fonctionne comme un sanctuaire maléfique, un utérus régressif dont Nina ne peut s'extraire sans violence. Chaque détail de la décoration, des peluches infantiles aux rideaux rose bonbons, participe d'un dispositif d'infantilisation savamment entretenu par Erika. Les portes qui s'ouvrent et se ferment sans son consentement, notamment celle de sa chambre, symbolisent l'absence totale de frontières et d'intimité, condition sine qua non pour que l'emprise maternelle opère. Cet espace clos contraste radicalement avec l'immensité souvent froide et impersonnelle des lieux de répétition, opposant le cocon étouffant à l'arène exposée. La mère y tricote littéralement et métaphoriquement le destin de sa fille, dans une activité répétitive et étouffante qui évoque les parcs. Le personnage de Bette McIntyre, bien que secondaire en apparence, opère comme une prophétie autoréalisatrice et un miroir déformant de l'avenir. Son visage ravagé à l'hôpital, dépourvu de l'élégance distante qu'elle affichait au faîte de sa gloire, constitue pour Nina une image traumatique de la chute. Cette chute n'est pas seulement professionnelle mais aussi existentielle, révélant la vacuité et la fureur qui guettent une fois que le regard des autres se détourne. Le vol par Nina de ses effets personnels, le rouge à lèvres, le lime à ongles, le parfum, est un rituel d'incorporation magique et trouble, une tentative de s'approprier par le fétichisme d'objets la puissance et le charisme de l'idole. Bette représente le cygne blessé, incapable de voler, dont le sort hante chaque pas de la danseuse montante. La chorégraphie du lac des cygnes n'est pas seulement un cadre diégétique mais la structure même du scénario, qui en épouse les actes et les tensions musicales. La nécessité pour Nina d'incarner la dualité impose une schizophrénie artistique qui va infecter sa perception du monde réel, brouillant les frontières entre la scène et les coulisses de sa vie. Les thèmes de Tchaïkovski, souvent entendus de manière fragmentaire ou déformée, deviennent la bande-son de sa paranoïa, transformant des mélodies romantiques en leitmotivs angoissants. La musique guide littéralement ses hallucinations, comme si son esprit ne pouvait plus contenir l'intensité émotionnelle de la partition et la laissait déborder dans sa réalité. Le final apocalyptique est ainsi la parfaite synchronisation de la mort scénique du cygne et de l'effondrement psychique de l'interprète. L'utilisation des reflets et des miroirs dépasse largement le simple symbole du double pour explorer une crise ontologique. Nina ne cherche pas seulement à se voir, mais à percevoir l'autre en elle, ce signe noir qui lui échappe et se manifeste souvent dans la surface réfléchissante avant d'apparaître dans la chair. Les miroirs sont aussi des pièges, des portes vers un monde inversé et parallèle d'où son alter ego menaçant semble venir pour la remplacer. Dans la scène de la rame de métro, son reflet prend une vie propre dans un mouvement indépendant, signalant que la dissociation n'est plus interne mais projetée dans l'environnement même. Ces surfaces deviennent progressivement des lieux de violence, qu'elle finit par briser pour anéantir cette image insaisissable, acte qui la blesse elle-même dans un paradoxe douloureux. La relation avec Thomas Leroy est empreinte d'un érotisme pervers et d'une pédagogie cruelle qui mêle séduction, humiliation et défi intellectuel. Ses baisers forcés, ses attouchements sous couvert de correction et ses discours sur la libération sensuelle créent un climat de harcèlement constant, normalisé au nom de l'exigence artistique. Il joue le rôle du prince tantôt sauveur, tantôt séducteur maléfique, répliquant dans la réalité le schéma narratif du ballet.
Son rejet ultime de Beth et son remplacement rapide par Nina instaurent une logique de marché impitoyable où les corps-objets sont interchangeables une fois usés. Thomas incarne ainsi le système patriarcal de l'art, qui consomme la jeunesse et la beauté féminine tout en dictant les termes de leur expression et de leur désir. Le contraste entre la blancheur virginale d'Odette et la noirceur sensuelle d'Odile est retraduit dans la palette visuelle du film par une opposition entre des espaces aseptisés, cliniques, et des environnements plus chauds, sombres, voire sordides. La chambre de Nina, les couloirs du théâtre, les salles de répétition baignent souvent dans une lumière froide et blanche, évoquant une pureté stérile et une pression institutionnelle. Les boîtes de nuit, le métro, la chambre d'hôtel supposée de Lily sont enveloppées d'ambiances plus orangées, rougeoyantes ou sombres, signe d'un monde pulsionnel et dangereux mais aussi vivant. La transformation de Nina s'opère par une contamination progressive de son univers blanc par des touches de noir, comme une tache d'encre indélébile s'étendant sur une page immaculée. L'obsession du contrôle chez Nina se manifeste d'abord par des détails apparemment anodins. Le rangement maniaque de ses affaires sur sa table de maquillage, le comptage précis de ses pointes, l'alimentation restrictive observée par sa mère. Ce besoin d'ordre absolu est une défense contre le chaos de ses émotions refoulées et contre l'imprévisibilité du monde extérieur. La danse classique, avec sa codification extrême et sa recherche de formes parfaites, est d'abord pour elle un refuge où ce contrôle peut s'exercer pleinement. La demande de Thomas de lâcher prise est donc perçue non comme une libération créative, mais comme une demande de se dissoudre, de laisser entrer le chaos en elle, ce qui équivaut à une annihilation psychique. Sa résistance farouche à cette injonction est le moteur du conflit intérieur. La figure de Lily agit moins comme une personne à part entière que comme une projection, une entité fantasmatique créée par les besoins contradictoires de Nina. Elle matérialise à la fois l'idéal à atteindre, la liberté, la sensualité, et la menace la plus grave, la remplaçante, la voleuse d'identité. Son apparition souvent soudaine, dans des moments de fatigue ou de stress extrême, alimente l'idée qu'elle pourrait être une hallucination née du désir et de la peur mêlée. Son tatouage d'ailes de cygne noire sur le dos est un stigmate visible de son identité avec le rôle, que Nina devra s'approprier de manière bien plus littérale et douloureuse. Lily est le double inversé, le négatif photographique de Nina, mais aussi son complément nécessaire pour atteindre la totalité. La scène de la sortie en boîte de nuit constitue un véritable rite de passage manqué, une plongée dans un monde sensuel que Nina est incapable de vivre pleinement. Sous l'effet des drogues, sa perception se déforme, les corps deviennent fluides, les lumières se dilatent, mais elle reste spectatrice de sa propre expérience, comme enfermée derrière une vitre. Le baiser avec Lily, filmé dans un tourbillon vertigineux, est à la fois l'expression d'un désir émerge et la soumission à une performance demandée, un simulacre de libération. Le retour à l'appartement et la scène sexuelle qui suit brouillent si parfaitement les frontières du réel et du fantasme qu'elle laisse Nina, et le spectateur, dans un état de confusion et de vulnérabilité extrême, terreau parfait pour la paranoïa. Les hallucinations de Nina suivent une progression dramatique précise, passant de perturbations subtiles de l'environnement à des altérations profondes de son propre corps. Les premiers signes sont des déformations mineures, les visages des autres danseuses qui semblent se moquer, les dessins du mur qui semblent respirer, signalant une perception déjà fragilisée. Puis viennent les hallucinations auditives, bruits de pas, rires, et les impressions de persécution, être suivi, observé. Enfin, le phénomène atteint son corps propre avec l'apparition des lésions cutanées, des membres qui se tordent de manière non naturelle et l'épouvantable extraction de la plume de son doigt. Cette gradation ancre la folie non dans l'esprit abstrait, mais dans le sensoriel et le charnel. La rivalité féminine, thème classique du ballet et du mélodrame, est ici poussée à son paroxysme jusqu'à devenir une lutte à mort pour l'existence même. Nina ne se bat pas seulement pour un rôle, mais pour empêcher son double de la supplanter totalement dans la vie réelle. Chaque échange avec Lily est teinté de cette ambiguïté mortelle. Les compliments sont-ils sincères ou moqueurs? Les conseils sont-ils bienveillants ou destinés à la faire échouer? Le film exploite les codes du thriller paranoïaque en situant la menace non à l'extérieur, mais au cœur même du processus créatif et des relations d'apparente sororité. La jalousie et l'admiration se confondent en un sentiment unique et dévorant qui consume Nina de l'intérieur. Le travail de la caméra et du montage par Darren Aronofsky et son équipe est essentiel pour créer l'état de nausée permanente et de suspense subjectif. Les nombreux plans séquences qui suivent Nina dans les couloirs du théâtre, souvent de dos, créent un effet de poursuite où elle est à la fois poursuivie et poursuivante dans son propre labyrinthe mental. Les coupes abruptes, les fondus au noir soudain, les raccords sur le regard qui font basculer d'un espace à l'autre, participent à la dislocation de la continuité spatio-temporelle. Le spectateur est ainsi privé de tout point de repère objectif et contraint d'épouser le point de vue de plus en plus erratique de l'héroïne,
faisant de l'expérience cinématographique une forme d'empathie forcée et angoissante. Le thème de la possession est central, mais il s'agit moins d'une possession par une entité extérieure que par un aspect refoulé de sa propre personnalité. Nina ne devient pas littéralement Odile, mais elle est possédée par l'idée de ce qu'Odile représente, la séduction, la tromperie, la puissance féminine dangereuse. Cette possession se manifeste par la perte d'agence. Elle a l'impression que son corps bouge de lui-même, que ses actions ne lui appartiennent plus, notamment lors de la scène de la métamorphose devant le miroir. La perfection artistique ultime exige donc l'abandon de toute volonté individuelle au profit du mythe incarné, un sacrifice quasi religieux où l'artiste devient le véhicule d'une force archétypale plus grande. Les rapports avec les autres danseuses du corps de ballet forment un chœur grec moderne, à la fois témoin, juge et miroir déformant. Leur regard envieux, leur chuchotement, leur sourire faux constituent un bruit de fond constant qui alimente l'anxiété sociale de Nina. Elle représente la norme, la masse indifférenciée dont elle cherche à s'extraire pour devenir l'étoile unique, mais aussi le rappel cruel que sa position est précaire et constamment contestée. Dans les scènes de groupe, Nina est souvent filmée à l'écart, en marge du cadre, visualisant son isolement au sein même de la communauté. Ces figures anonymes participent à l'atmosphère de pression et de surveillance panoptique qui règne dans l'institution. L'élément de l'eau, bien que moins présent visuellement que le miroir, est un symbole récurrent lié à la fois à la naissance, à la purification et à la mort. Le lac du ballet est évidemment central, mais on le retrouve dans les bains que prend Nina, dans l'humidité de la salle de danse, dans la transpiration qui perle sur les corps. L'eau est l'élément du signe, mais aussi du reflet et de la dissolution. La dernière chute de Nina est un plongeon, un retour métaphorique à l'élément originel, une dissolution finale dans le mythe. Même la sueur et les larmes deviennent des manifestations liquides de l'effort et de la souffrance intérieure, comme si son corps pleurait et suait l'angoisse. Le maquillage de scène, appliqué et enlevé rituellement, fonctionne comme un masque qui finit par coller à la peau et devenir une seconde nature. Les scènes où Nina se maquille ou se démaquille sont des moments de transition entre son identité civile et son identité scénique, des interludes où l'on observe la construction et la déconstruction du personnage. Progressivement, ce maquillage commence à fuiter dans sa vie quotidienne. Le rouge à lèvres noires après la soirée, le trait d'eyeliner mal essuyé, signe que la frontière entre la scène et la vie s'effrite. Le maquillage parfait du cygne noir, qu'elle applique elle-même pour le final, est l'achèvement de cette transformation. Elle n'a plus besoin de personne pour devenir l'autre, elle a internalisé le processus. La nourriture, ou plutôt son refus, est un marqueur important du contrôle que Nina exerce sur son corps et de l'emprise de sa mère. Les scènes de repas, avec le gâteau d'anniversaire offert contre son gré ou le petit déjeuner surveillé, sont des moments de tension passive-agressive. Manger, s'empoisonner avec le gâteau, c'est aussi laisser entrer en soi une substance étrangère, ce qu'elle refuse métaphoriquement jusqu'à ce que, sous l'influence de Lily, elle accepte de consommer des substances altérant sa conscience. Le corps de la danseuse doit rester un instrument pur, affamé, sous contrôle. Le laisser se nourrir ou se polluer est un acte de reddition symbolique. Le bruit des chaussons de danse, les pointes, est un élément sonore récurrent qui ponctue le film comme un métronome infernal. Ce bruit sec, dur, presque violent, contraste avec la grâce apparente des mouvements. Il rappelle constamment l'impact, l'effort, la douleur sous-jacente à la beauté. Dans les moments de stress, ce bruit peut devenir assourdissant dans la tête de Nina, envahissant son paysage sonore intérieur jusqu'à devenir une torture. Il est le rappel physique et acoustique de la discipline de fer et de la violence que le corps s'inflige pour atteindre l'illusion de la légèreté. La figure paternelle est totalement absente du récit, laissant la mère en position de monopole affectif et autoritaire. Cette absence crée un déséquilibre dans la structuration psychique de Nina et renforce l'enfermement dans une relation dyadique étouffante. On peut y voir aussi une métaphore d'un monde artistique où la loi symbolique, celle du père, au sens lacanien, est pervertie ou absente, laissant place à une autorité purement despotique, Thomas, et à une jouissance maternelle écrasante. Nina cherche une figure paternelle en Thomas, mais celui-ci incarne une loi corrompue, basée sur le caprice et la séduction, qui ne peut la structurer mais seulement la détruire. Les mains sont un motif visuel obsessionnel dans le film. Mains qui se tordent, mains qui grattent, mains qui caressent ou agressent, mains qui se transforment. Nina observe souvent ses mains avec terreur, comme si elles n'étaient plus tout à fait sous son contrôle, préfigurant la transformation en pattes d'oiseau. Les mains de la mère, celles qui caressent, griffent ou tricotent, sont un instrument d'emprise. Celles de Thomas, qui manipulent le corps des danseuses, sont un instrument de pouvoir. La main de Lily, tendue vers elle, est à la fois une invitation et un piège. Les mains sont le lieu de l'action et de l'expression, et leur perte de contrôle signale la perte de maîtrise sur son destin. La nuit de la première,
lorsqu'elle est enfermée dans sa chambre par sa mère, est une séquence d'horreur pure où le réel se dissout entièrement. La scène de la métamorphose devant le miroir, avec les membres qui se tordent, la peau qui se couvre de duvet, les yeux qui changent, est l'accomplissement hallucinatoire du processus. Elle ne se voit plus comme une femme mais comme une créature hybride en train d'éclore, image de l'identité monstrueuse et sublime qu'elle doit endosser. Le fait qu'elle brise ensuite le miroir pour attaquer son reflet, et se blesse elle-même, est une allégorie parfaite de l'autodestruction inhérente à son combat. Elle ne peut détruire son double sans se détruire, car il est elle. Le choix des accessoires et des vêtements civils de Nina est révélateur de son évolution psychique. Elle porte d'abord des vêtements doux, pâles, souvent à col Claudine, évoquant la petite fille. Progressivement, des éléments noirs, des textures plus dures, cuir, font leur apparition. Le collier de perles offert par sa mère, qu'elle porte constamment au début, finit par être abandonné ou arraché dans des moments de crise, comme un rejet symbolique de ce lien étouffant. Ses vêtements de danse évoluent aussi, du rose pâle traditionnel vers le noir lors des répétitions du rôle d'Odile, matérialisant visuellement l'intériorisation du personnage. La notion de perfection est le moteur et le piège de tout le récit. Pour Nina, la perfection est d'abord technique, géométrique, un alignement parfait des formes. Thomas lui enseigne que la véritable perfection est émotionnelle, qu'elle nécessite l'imperfection contrôlée du lâcher-prise, l'abandon au sentiment. La quête de Nina devient alors une tentative désespérée de synthétiser ces deux définitions contradictoires, contrôler parfaitement le moment de la perte de contrôle. Cette équation impossible est ce qui mène à la folie, car elle exige de diviser le sujet pour atteindre l'unité de la performance, de se scinder pour paraître entière. Les plans sur les pieds des danseuses, déformés, bandés, ensanglantés, sont des moments de réalisme cru qui ancrent le film dans une matérialité souffrante. Ces pieds sont les outils du métier, mais aussi les sacrifiés sur l'autel de l'art. Ils parlent d'une vie de douleur et de discipline cachée sous les tutus vaporeux. Nina observe ses propres pieds avec un mélange d'orgueil et d'horreur, conscient qu'ils sont à la fois son ascension et sa prison. La scène où elle recoud elle-même ses chaussons est un rituel d'auto-soin et d'automutilation, synthétisant l'ambivalence de son rapport à son corps instrument. L'escalier en colimaçon du théâtre, filmé à plusieurs reprises en plongée ou contre-plongée vertigineuse, fonctionne comme une métaphore visuelle de la descente aux enfers et de l'ascension vers la gloire. Monter les marches, c'est accéder à la lumière de la scène, mais aussi s'approcher du vertige et de la chute potentielle. Descendre, c'est retourner dans les entrailles sombres du bâtiment, vers les loges étouffantes et les couloirs labyrinthiques. Cet élément architectural devient le chemin initiatique que Nina parcourt inlassablement, chaque montée et descente marquant une étape de plus dans son épreuve psychique. Les tableaux que peint la mère dans le salon sont des paysages idylliques et naïfs, souvent des scènes de nature calme. Ils représentent le monde idéalisé et figé dans lequel Erika voudrait maintenir sa fille, un monde sans conflit ni sexualité, une pureté pastorale. La nuit de la crise, Nina découvre sa mère en train de peindre frénétiquement, dans le noir, révélant l'angoisse et la folie contenue derrière cette façade de douceur. La peinture, art fixe et contrôlé, s'oppose à la danse, art de l'éphémère et du corps en mouvement, illustrant le conflit entre la mère qui veut figer le temps et la fille qui doit se transformer dans le temps. Le thème du regard est omniprésent. Nina est constamment regardée, jugée, évaluée par Thomas, par sa mère, par les autres danseuses, par le public fantasmé. Son propre regard, souvent filmé en gros plan, trahit la terreur, la concentration, la confusion. Elle se regarde aussi obsessionnellement dans les miroirs. Le cinéma d'Aronofsky fait du regard l'enjeu principal. Regarder Nina sombrer, mais aussi voir le monde à travers ses yeux déformés. La scène finale, où son regard se perd dans la lumière des projecteurs, marque l'extinction finale de ce regard subjectif, absorbé par la blancheur aveuglante de la perfection atteinte. La bande-son, au-delà de la musique de Tchaïkovski, utilise un design sonore très travaillé pour créer l'angoisse. Les bruits de respiration haletante de Nina, les battements de cœur, les froissements du tutu, les craquements des jointures, sont amplifiés pour créer une immersion sensorielle anxiogène. Le silence est aussi utilisé de manière frappante, notamment après la chute finale, où le bruit de l'impact et les applaudissements fantasmés cèdent la place à un silence lourd de sens. Le son est ainsi un vecteur direct de l'état mental du personnage, externe et interne à la fois. La scène de l'audition initiale, où Nina danse pour Thomas, est déjà révélatrice de tous les enjeux. Sa technique est parfaite, mais lorsqu'il l'interrompt et l'embrasse de force, elle réagit par une morsure. Cette réaction impulsive, animale, est paradoxalement ce qui l'intéresse. Il y a vu une lueur du cygne noir, une parcelle de sauvagerie incontrôlée. Dès ce moment, le pacte est scellé. Il devra faire émerger cette part par tous les moyens, et elle devra la libérer tout en la contrôlant pour la scène.
Cette morsure est le premier acte de violence, prélude à tous les autres. Les fleurs, souvent des roses pâles, apparaissent dans l'appartement, offertes par la mère ou par Thomas. Elles symbolisent la féminité conventionnelle, la beauté offerte mais aussi passive, coupée de sa tige. Les fleurs fanées de bêtes, jetées à la poubelle, sont le symbole brutal de la fin de carrière. Nina elle-même est traitée comme une fleur délicate par sa mère, à protéger du monde, mais une fleur que Thomas veut voir s'épanouir de manière plus sauvage et dangereuse. L'absence de fleurs dans les environnements associés à Lily ou aux nocturnes suggère un monde au-delà de cette féminité décorative et contrôlée. Le téléphone portable de Nina est un objet de connexion mais aussi de surveillance. Sa mère l'appelle constamment pour vérifier où elle est, rompant toute possibilité d'autonomie. Thomas lui envoie des messages ambigus. Lily lui propose des sorties via cet objet. Il devient un prolongement des liens qui l'enserrent, un fil ombilical électronique. Dans ces moments de délire, elle croit recevoir des messages menaçants ou voit des images perturbantes sur l'écran, l'objet technologique devenant lui-même un vecteur de son angoisse paranoïaque. La notion des « elle » est centrale, tant dans le titre que dans les images de transformation. Le cygne blanc a des ailes pour s'envoler mais aussi pour se protéger, se recroqueviller. Le cygne noir a des ailes pour séduire et dominer. Nina ressent physiquement la pousse de ses ailes imaginaires sur son dos, sensation à la fois extatique et douloureuse. Le tatouage de Lily est une aile déjà inscrite dans la peau, un idéal décoratif. Pour Nina, les ailes doivent naître de sa chair, par une douleur réelle, signe que sa transformation n'est pas un jeu de rôle mais une mutation existentielle. Les scènes de répétition sont filmées avec un réalisme qui montre la répétition fastidieuse, les corrections constantes, la fatigue physique. Ce n'est pas la magie de la scène, mais son envers laborieux. Ces moments mettent en évidence le gouffre entre la vision artistique de Thomas et les capacités physiques limitées des interprètes, entre l'idéal et sa réalisation difficile. Pour Nina, chaque répétition est une épreuve où elle doit prouver qu'elle peut être l'autre, sous le regard impitoyable du directeur. La salle de répétition, vide de public, est le lieu de la vérité nue, où les défauts sont exposés sans phare. Le personnage de la secrétaire assistante de Thomas est un petit rôle révélateur. Elle observe tout d'un regard neutre et professionnel, sans jamais interférer. Elle représente le fonctionnement froid et administratif de l'institution, qui suit son cours quels que soient les drames personnels. C'est elle qui annonce à Nina qu'elle a le rôle, sans émotion. Elle est le rouage impersonnel d'une machine qui continuera après le départ ou la chute de chaque étoile, rappelant que l'individu est remplaçable dans le système. Les références à d'autres œuvres, comme les contes d'Hoffmann d'Offenbach, l'histoire de l'automate, ou au mythe de Pygmalion, sous-tendent le récit. Nina est traitée comme une marionnette qu'il faut animer, par la mère, par Thomas, mais aussi comme une statue qui doit prendre vie. Le risque est de devenir un automate parfait mais vide, le cygne blanc pur technique, ou une créature de chair incontrôlable, le cygne noir pure pulsion. Son parcours est la quête désespérée d'un équilibre entre ces deux pôles, équilibre qui s'avère peut-être impossible à tenir durablement. La chute finale, ralentie, est un moment de suspension hors du temps. Le visage de Nina y exprime d'abord la terreur, puis une sérénité et une acceptation radicale. Ce plan est l'apothéose de sa trajectoire, une chute choisie, une descente volontaire vers la morne matérialité, le matelas, qui est en même temps l'apogée de son envol artistique. Elle tombe, mais elle a volé. Elle meurt, mais elle est parfaite. Cette image paradoxale résume tout le film, l'ascension par l'abîme, l'accomplissement par l'anéantissement. C'est l'esthétisation ultime de la destruction de soi. Le public, lors de la dernière représentation, est filmé de manière de plus en plus irréelle, ses applaudissements devenant une vague sonore indistincte, ses visages flous. Il devient une entité collective, un monstre à plusieurs têtes qui exige le sacrifice. Dans l'hallucination finale de Nina, ce public se lève dans une ovation déchaînée, lui offrant l'amour et la reconnaissance absolue qu'elle a toujours cherchée. Cette vision est le cadeau d'adieu de son esprit, la réalisation fantasmatique de son désir le plus profond, au moment même où elle quitte la vie. L'artiste meurt aimé de la foule, mais cette foule n'existe peut-être que dans son crâne. L'héritage de Black Swan dans le cinéma contemporain est considérable, ayant relancé l'intérêt pour les thrillers psychologiques artistiques et les portraits de femmes en crise. Son mélange de genres, son approche sensorielle de la folie et son exigence formelle en font une œuvre référence. Il a aussi profondément marqué la culture populaire par ses images chocs, la plume, l'œil noir, la transformation dans le miroir, et par sa méditation angoissée sur les prix cachés de l'excellence. Le film reste une pierre de touche pour toute discussion sur l'art, le corps et l'identité au cinéma. En conclusion, Black Swan se révèle être une œuvre d'une richesse et d'une complexité rare, fonctionnant à la fois comme un thriller haletant, une étude psychologique profonde et une méditation métaphysique sur l'art.
À travers le prisme de la danse classique, Darren Aronofsky explore les tréfonds de l'âme humaine aux prises avec ses démons et ses idéaux. La performance mythique de Nathalie Portman, portée par une mise en scène virtuose, nous laisse avec une question lancinante et universelle. Jusqu'où sommes-nous prêts à aller pour atteindre notre propre idée de la perfection, et ce qui en ressortira-t-il, si tant est qu'il en ressorte quelque chose? Le film ne répond pas, mais offre une expérience cinématographique totale, vertigineuse et inoubliable, où la beauté et l'horreur dans un pas de deux fatal et la notion de parasitisme artistique et affectif se révèlent être un fil directeur essentiel pour comprendre la dynamique des relations. Erika, la mère, vit en véritable parasite symbiotique de la carrière de sa fille, se nourrissant de ses succès pour pallier l'échec du sien. Ce parasitisme s'exprime physiquement par son besoin constant de toucher, de coiffer, de vêtir Nina, comme pour maintenir un lien corporel indispensable à sa propre survie psychique. Thomas, quant à lui, opère un parasitisme créatif, se nourrissant de la jeunesse et du talent brut de ses danseuses pour donner corps à sa vision artistique avant de les rejeter une fois épuisées. Nina devient ainsi l'hôte de multiples parasites qui se disputent son essence, la laissant vider, dévorée de l'intérieur. Le corps de la ballerine se transforme en un champ de bataille où ses forces parasitaires luttent pour son âme et son énergie vitale. La transformation finale représente peut-être l'émergence d'un troisième parasite, le personnage mythique lui-même, le cygne, qui consomme entièrement son humanité pour exister pleinement. L'espace sonore du film constitue une architecture invisible mais déterminante de l'expérience psychologique. Les bruits organiques du corps, respiration haletante, battements de cœur, craquements articulaires, sont magnifiés jusqu'à devenir une partition parallèle à celle de Tchaïkovski. Cette hyperacousie subjective traduit l'état d'hypersensibilité et d'hypervigilance permanent de Nina, dont les sens sont constamment en alerte, percevant chaque microsignal comme une menace potentielle. Les silences, lorsqu'ils surviennent, sont lourds et oppressants, chargés de tous les non-dits et des regards inquisiteurs. La musique diégétique, provenant des pianos de répétition ou des baffles des coulisses, possède souvent une qualité métallique et mécanique, soulignant l'aspect industriel de la production artistique. Inversement, la musique extradiégétique, les grands thèmes orchestraux, envahit l'espace de la réalité de Nina lors de ses épisodes psychotiques, signifiant que l'art a définitivement franchi la frontière du cadre scénique pour coloniser sa vie. Le traitement de la temporalité dans le film mérite une attention particulière, car il reflète la dégradation de la perception linéaire du temps chez l'héroïne. Le récit semble se dérouler sur quelques semaines, mais cette période est vécue comme une spirale descendante où les jours et les nuits se confondent, où les répétitions se succèdent sans marquer de progression réelle. Les ellipses brutales, notamment après la nuit de débauche avec Lily, créent un sentiment de chute accélérée, de perte de contrôle sur le déroulement de sa propre existence. Le temps des répétitions est un temps cyclique, fait de répétitions sans fin visant une perfection impossible, mimant le supplice de Sisyphe. À l'inverse, le temps de la performance finale est un temps linéaire et irréversible, menant inexorablement à la chute, à la fin du conte. Nina est coincée entre ces deux temporalités, la répétition étouffante et la fin tragique qu'elle répète chaque soir sur scène et qu'elle presse pour elle-même. L'esthétique du corps souffrant et déformé s'inscrit dans une longue tradition artistique, du martyre baroque à l'horreur corporelle moderne. Aronofsky ne montre pas la douleur pour elle-même, mais comme la trace visible de l'investissement absolu, la signature de l'artiste sur sa propre chair. Les pieds bandés, les ongles arrachés, les ampoules sont les stigmates de la foi dans l'art, comparables aux marques des ascètes religieux. Cette corporalité extrême s'oppose radicalement à l'idéal néoplatonicien souvent associé au ballet, où l'esprit dominerait la matière pour créer une beauté pure. Ici, la beauté est inextricablement liée à la pourriture, à la décomposition, comme une fleur qui ne peut s'épanouir qu'en pourrissant son bulbe. La fameuse scène de l'ongle incarné, où Nina arrache un lambeau de chair, est un moment de réalisme cru qui fonctionne aussi comme une allégorie de l'autodévoration. Pour créer, il faut se déchirer, s'ouvrir, laisser le sang couler. La figure du double, ou doppelganger, trouve dans Lily une incarnation particulièrement complexe qui dépasse le simple symbole de l'ombre jungienne. Lily n'est pas seulement le côté obscur de Nina, elle est aussi son complément nécessaire, la moitié manquante qui possède tout ce qui lui fait défaut. En cela, elle représente moins une ennemie qu'un objet de désir fusionnel, une tentation de complétude par l'autre. Leur relation oscille constamment entre l'homosexualité latente, la rivalité meurtrière et le besoin d'identification. Le fantasme érotique, s'il est bien un fantasme, révèle moins un désir homosexuel explicite qu'un désir de cannibalisme psychique. S'unir à elle pour lui voler ses attributs, l'absorber littéralement. Lorsque Nina croit la tuer dans la loge, elle commet symboliquement ce meurtre d'appropriation, croyant détruire la rivale alors qu'elle s'automutile, signe que cette autre était une partie d'elle-même qu'elle cherche à exciser.
L'architecture des lieux, soigneusement choisie et construite, joue un rôle actif dans la narration. L'appartement de Nina et sa mère est un espace feutré, aux angles arrondis, aux textures molles, tissus, peluches, évoquant un cocon ou un ventre maternel dont il est impossible de sortir sans violence. À l'opposé, le théâtre est un espace de dureté, murs de pierre, sol de bois, miroirs froids, métal des barres et des projecteurs. Ces deux espaces représentent les deux pôles de son existence, la régression infantile et l'exposition glaciale à la performance. Les couloirs du théâtre, labyrinthiques et impersonnels, deviennent le terrain de sa paranoïa, où chaque recoin peut abriter une menace. Les loges, espaces de transition intime entre le soi et le personnage, sont les lieux où les frontières s'effritent le plus visiblement, où le maquillage se fond avec la peau, où le reflet prend le pouvoir. La couleur rose, omniprésente dans la première partie du film, mérite une analyse spécifique au-delà du simple symbole de l'enfance. Ce rose n'est pas un rose vif ou joyeux, mais un rose pâle, délavé, souvent sale, évoquant une féminité stéréotypée qui a perdu sa vitalité, une innocence qui tourne à la fadeur. Il est la couleur du monde d'Erika, un monde où les désirs ont été remplacés par des nostalgies, où la passion a cédé la place au contrôle doucereux. Nina, habillée dans ces teintes, semble se fondre dans le décor de sa propre vie, comme une figurine dans une maison de poupée. L'abandon progressif de cette couleur, au profit du noir et du blanc pur, marque son arrachement à ce monde étouffant et son entrée dans le registre archétypal et dramatique du mythe, où les couleurs sont tranchées, symboliques, et portent en elles leur propre opposition conflictuelle. Le thème de la filiation et de la trahison parcourt l'ensemble du récit comme une mélodie sourde. Nina trahit la promesse implicite faite à sa mère de rester sa petite fille éternelle, en cherchant à devenir une femme et une artiste indépendante. Elle trahit la confiance de Beth en volant son succès et ses attributs, répétant le schéma de mise au rebut dont Beth est elle-même victime. Elle trahit même, dans son esprit, la confiance de Lily en cédant à la jalousie et à la violence. Inversement, elle se sent trahie par Thomas, qui la manipule et la jette en pâture à la compétition, et par sa mère, dont l'amour se révèle être une prison. Cette chaîne de trahison réelle ou perçue crée un climat de méfiance absolue où plus aucune alliance n'est sûre, isolant Nina dans une solitude radicale où seule la relation avec son double halluciné semble offrir une forme de compagnie, fût-elle dangereuse. La question du genre et de la performance de genre est centrale dans le parcours de Nina. Au début, elle incarne une féminité surcodée, passée, celle de la ballerine objet fragile et de la fille soumise. Le signe noir exige d'elle une performance de féminité radicalement différente, agressive, séductrice, manipulatrice, une féminité qui utilise ses attributs comme des armes de pouvoir. Nina doit donc apprendre à jouer une autre version de la féminité, ce qui la place dans une position de performativité extrême. Elle ne cesse de jouer un rôle, même hors scène. Son échec à être spontanément sensuelle montre à quel point sa féminité a été construite comme un carcan et non comme une expression de soi. La métamorphose finale réussie passe par l'abandon de la performance consciente pour une possession totale par l'archétype, effaçant provisoirement la question du genre individuel au profit d'une essence mythique et terrifiante. L'objet presse-papier à musique offert par la mère est un microcosme de l'univers de Nina. Cet objet infantilisant, qui enferme une danseuse mécanique dans un dôme de verre, représente parfaitement son état initial, belle, gracieuse, mais emprisonnée dans un cadre transparent, condamnée à répéter le même mouvement à l'infini pour le plaisir d'un regard extérieur. Le fait qu'il se brise, sans que l'on sache si c'est un accident, un acte manqué ou un sabotage, marque symboliquement la fin de cet emprisonnement et l'irruption du chaos dans son monde ordonné. Le carillon qu'il émet, une mélodie simple et répétitive, contraste avec la complexité dramatique de la musique de Tchaïkovski, opposant le monde de l'enfance au monde adulte de la passion et de la tragédie. La salle de répétition, avec ses grands miroirs et ses barres, est un espace panoptique par excellence. Chacun y est à la fois observé et observateur, dans une dynamique de surveillance et d'autosurveillance constante. Nina ne peut y échapper au regard des autres, ni à son propre regard critique dans le miroir. Cette exposition permanente génère une anxiété de performance qui s'étend bien au-delà de la danse elle-même. La salle fonctionne comme un laboratoire où l'on déconstruit et reconstruit les corps, où l'on teste les limites de la souffrance acceptable. C'est aussi un espace de vérité impitoyable, aucun talent ne peut y être caché, aucun défaut ne peut y être masqué. Pour Nina, c'est le lieu où son manque, son trop peu de sensualité, est publiquement mis à nu et commenté par Thomas, faisant de chaque séance une humiliation potentielle. Le motif de la chute, littérale et métaphorique, structure l'ensemble du film comme une prédiction toujours réalisée. Dès le rêve initial, Nina tombe, où vole-t-elle ? Cette ambiguïté plane sur chaque moment de vertige. Beth tombe de son piédestal social et se blessera grièvement. Nina est constamment au bord du précipice,
que ce soit dans les escaliers du métro, sur le toit du théâtre, ou psychologiquement. La chute finale, dans la fosse d'orchestre, est l'accomplissement de cette trajectoire descendante. Mais dans la logique du ballet et du mythe, cette chute est aussi un vol, une libération. Mourir en cygne, c'est peut-être la seule façon pour elle de réellement s'envoler. Le film questionne ainsi la frontière entre l'échec et l'accomplissement, entre la destruction et l'apothéose. Le travail avec les acteurs, et particulièrement avec Nathalie Portman, a consisté à créer une porosité inquiétante entre la personne et le personnage. L'entraînement de danse intensif, les privations, l'immersion totale dans l'univers clos du ballet, ont permis de fondre les limites entre l'effort réel et l'effort joué. La fatigue visible de Portman n'est pas entièrement simulée, elle devient le véhicule même de l'authenticité de la performance. De même, la métamorphose physique et psychique de Nina est rendue crédible par une transformation subtile dans le jeu de Portman, qui passe d'une tonicité nerveuse à une certaine lourdeur, puis à une fluidité étrange et inquiétante. Ce brouillage entre vie et art reflète parfaitement le thème central du film et constitue une prouesse rare où la forme du tournement rejoint le fond du récit. L'influence du cinéma d'horreur, et plus précisément du body horror, est manifeste mais réinterprétée de manière psychologique. Il n'y a pas de monstre extérieur, seulement le corps qui devient monstrueux par excès de volonté, par refoulement, ou par désir de transformation. Les scènes de transformation devant le miroir évoquent The Fly de Cronenberg, mais ici la métamorphose est désirée autant que subie, et elle vise une beauté sublime plutôt qu'une dégénérescence répugnante. L'horreur vient de l'intime, de la perception que notre propre enveloppe charnelle peut nous trahir, se rebeller, développer une vie propre. Le film exploite aussi les codes du fantastique psychologique, laissant planer le doute sur la réalité des événements, créant une angoisse plus profonde que celle provoquée par une menace clairement identifiée. La structure du film en 3 actes correspond étrangement à la structure narrative d'un conte de fées tragique. Le premier acte présente l'héroïne dans son monde ordinaire, mais déjà marqué par un manque et une appel, l'audition. Le deuxième acte la voit franchir le seuil, rencontrer des êtres ambivalents, Lily, et des épreuves, les répétitions, la mère, les hallucinations. Le troisième acte est celui de l'épreuve suprême, de la confrontation avec l'ombre et de la récompense tragique. Nina est une héroïne de conte condamnée. Elle obtient ce qu'elle désire, la perfection, le rôle principal, mais au prix traditionnel dans les contes de sa propre vie. Le lac des cygnes lui-même est un conte, et le film superpose ces 2 niveaux narratifs, enfermant Nina dans une fatalité scripturale dont elle ne peut s'échapper. La lumière, qu'elle soit naturelle ou artificielle, est un personnage à part entière. La lumière du jour qui filtre dans l'appartement est souvent tamisée, voilée, comme si le monde extérieur était perçu à travers un voile de brume. La lumière des néons dans les couloirs du théâtre est froide, clinique, impitoyable. Les projecteurs de scène, aveuglants, transforment les corps en silhouettes pures, effaçant les particularités au profit de la forme. Dans les moments de crise de Nina, la lumière peut devenir pulsatile, suivre le rythme de son cœur, ou au contraire se concentrer en un halo qui isole un détail terrifiant. La fameuse lumière blanche dans laquelle elle semble s'absorber à la fin peut être interprétée comme la dissolution finale dans l'image, dans l'art pur, dépouillé de toute matérialité corporelle. Le rôle des accessoires de maquillage et de coiffure est loin d'être anecdotique. Le rouge à lèvres de Bette, volé par Nina, est un talisman, un objet de pouvoir par lequel elle s'approprie la séduction de l'ancienne étoile. Le fard à paupières noires qu'elle applique pour le rôle d'Odile est comme un masque guerrier, une armure psychique qui lui permet d'endosser une agressivité qui n'est pas la sienne. Les épingles à cheveux, que la mère lui retire chaque soir, sont les derniers liens physiques avec son apparence scénique. Les laisser en place, comme elle le fait parfois, est un acte de résistance mineure, un refus de redevenir totalement la petite fille. La coiffure en chignon sévère des danseuses est un symbole de discipline et de contrainte. Les mèches qui s'en échappent, chez Nina comme chez Lily, signalent la libération de forces chaotiques. La dialectique entre le naturel et l'artificiel est au cœur de la problématique artistique du film. Le ballet est un art hautement artificiel, codifié, qui demande des années d'entraînement pour produire une illusion de naturel et de légèreté. Thomas reproche à Nina d'être trop artificielle, trop technique, et lui demande d'être naturelle, de ressentir. Mais ce naturel qu'il exige est lui-même une construction, un style de jeu, une performance d'authenticité. Nina est donc prise dans un double bind insurmontable, on lui demande d'être artificiellement naturelle. Sa folie pourrait être vue comme la conséquence de cette injonction paradoxale. Pour être vraie sur scène, elle doit détruire la frontière entre le vrai et le faux dans sa vie, jusqu'à ne plus pouvoir les distinguer. L'analyse sociologique du milieu du ballet, bien que n'étant pas le sujet principal, affleure constamment. Le film montre une micro-société hiérarchisée, brutale,
où l'âge et la jeunesse sont des capitales décisifs et éphémères. Le pouvoir y est concentré entre les mains d'un homme dont les décisions sont sans appel. Les danseuses sont en concurrence permanente pour des ressources rares, les rôles, l'attention du maître. Le corps est un capital à optimiser, à entretenir, mais qui se déprécie inexorablement. Nina, en accédant au rôle d'étoile, ne fait que monter d'un échelon dans cette pyramide impitoyable, et l'ombre de Beth lui rappelle que son séjour au sommet sera nécessairement bref. Cette vision presque darwinienne de l'art contraste avec l'idéal romantique de l'inspiration et de la grâce. La fonction narrative des portes dans le film est riche de significations. Porte qui claque, celle de la chambre de Beth, porte qui s'ouvre subrepticement, celle de la chambre de Nina, que la mère franchit sans permission, portes closes derrière lesquelles on entend des murmures, le bureau de Thomas. La porte de la loge est un seuil critique, celui qui sépare la personne du personnage, le privé du public. C'est derrière cette porte que se déroulent les moments les plus intimes et les plus violents, la préparation, l'hallucination, le meurtre imaginaire. La capacité à franchir ou à contrôler le passage des portes est un indice de pouvoir. Erika contrôle les portes de la maison, Thomas celle de son bureau, et Nina, finalement, ne contrôle plus aucune porte, ni dans son domicile, ni dans son esprit. Le thème de la stérilité et de la fécondité est sous-jacent. Le monde de Nina, avant sa transformation, est stérile. Relation fusionnelle mais asexuée avec la mère, vie sociale inexistante, corps sous-alimenté et contrôlé. Le signe noir, et Lily qui l'incarne, représente une fécondité dangereuse, désordonnée, liée à la sexualité et à la pulsion de vie et de mort. La transformation de Nina peut être vue comme une tentative désespérée d'accéder à cette fécondité créatrice et personnelle. Mais cette fécondité est monstrueuse. Elle donne naissance à un être hybride, mi-femme mi-cygne, et aboutit à une mort en stérilité finale. L'art, dans cette vision, est une descendance impossible, un enfantement qui tue la mère. L'utilisation du flou et de la mise au point sélective guide constamment le regard et l'empathie du spectateur. Dans les scènes de tension, le visage de Nina reste net tandis que l'arrière-plan devient flou, isolant son expérience sensorielle. Inversement, lorsqu'elle est en état de choc ou de dissociation, c'est son visage qui devient flou, traduisant son retrait de la réalité. Les transitions entre les plans sont parfois faites par des fondus au flou, créant une impression de perte de conscience ou de basculement dans un autre état. Cette maîtrise technique de la profondeur de champ renforce l'immersion dans la subjectivité de l'héroïne et participe à la construction d'une esthétique de la perception troublée. La figure de l'oiseau, au-delà du cygne, plane sur tout le film. On peut y voir des corbeaux, oiseaux noirs par excellence, des silhouettes d'oiseaux en vol dans les dessins du mur, et même la posture des danseuses, bras en aile, évoquant constamment l'ornithomorphe. Nina, par son désir de voler, au sens artistique et littéral, aspire à cet état d'oiseau. Mais l'oiseau est aussi un animal prisonnier, que l'on met en cage, les oiseaux dans les dessins de la mer. La métamorphose finale est l'aboutissement de cette aspiration. Elle devient l'oiseau, mais pour mourir, comme Icare. Le mythe d'Icare, qui voulut voler trop près du soleil, est une clé de lecture pertinente. Nina vole vers la perfection, cette lumière aveuglante des projecteurs, et ses ailes, de cire, de plumes, finissent par fondre. Le rapport à la nourriture, évoqué précédemment, peut aussi être analysé comme un rapport au désir et à la consommation. Nina refuse la nourriture que lui offre sa mère, le gâteau, comme elle refuse le désir que celle-ci projette sur elle, celui de rester une enfant. En revanche, elle accepte la drogue et l'alcool de Lily, une nourriture narcotique qui promet une autre forme de satisfaction, une consommation de l'instant et des sensations. Manger, c'est incorporer le monde, le faire sien. Nina, en refusant de manger, refuse d'incorporer le monde tel qu'il est, contrôlé par sa mère. En acceptant les substances de Lily, elle tente d'incorporer un monde alternatif, de liberté et de danger, mais cette incorporation est tout aussi violente et incontrôlée. La voix, ou plutôt les variations dans l'usage de la voix, est un marqueur subtil de l'état mental de Nina. Au début, sa voix est petite, enfantine, souvent proche du murmure, ponctuée d'hésitation. Sous l'influence de la pression et de la peur, elle devient parfois aiguë, stridente. Dans les moments de confrontation avec sa mère ou avec Thomas, elle peut se faire plus ferme, mais toujours fragile. Dans la scène finale, après sa transformation, sa voix, lorsqu'elle dit « c'est mon tour », est basse, assurée, presque étrangère. Elle a trouvé une voix qui n'est plus tout à fait la sienne, celle du personnage qui parle à travers elle. La perte de sa voix personnelle est le prix à payer pour trouver la voix artistique parfaite. L'intertextualité avec le cinéma de Powell et Pressburger, notamment The Red Shoes, est inévitable et assumée. Comme dans le film de 1948, une jeune danseuse est déchirée entre l'exigence de l'art,
incarné par un directeur impitoyable, et les demandes de la vie d'amour. Mais Aronofsky radicalise le conflit. Chez lui, il n'y a pas d'alternative extérieure à l'art, le mariage dans The Red Shoes, seulement des doubles et des prisons. Le conflit est internalisé, il se passe à l'intérieur du psyché de l'héroïne. Les chaussons rouges, qui forçaient à danser jusqu'à la mort, sont remplacés par les pointes blanches et noires, et par la pulsion intérieure de perfection qui pousse Nina à danser jusqu'à l'autodestruction. Le concept de sublime au sens kantien et romantique éclaire la fin du film. Le sublime naît du mélange d'attraction et de terreur face à une grandeur qui nous dépasse, l'océan, la montagne, l'infini. La performance de Nina, et le film lui-même, cherchent à provoquer ce sentiment. Le spectateur est à la fois émerveillé par la beauté de la danse et horrifié par le prix sanglant qu'elle exige. L'apothéose artistique de Nina est sublime car elle mêle la perfection esthétique à l'horreur de la mort. Elle atteint une grandeur qui la détruit, et c'est dans cette destruction même que réside la puissance émotionnelle et artistique ultime. Le film nous place ainsi face au sublime troublant du sacrifice de soi sur l'autel de l'art. Les reflets dans les surfaces autres que les miroirs, vitres, métal poli, yeux, étendent le thème du double à l'ensemble de l'environnement. New York, la ville, se reflète souvent dans les vitres du métro ou de l'appartement, mais de manière déformée, fragmentée, comme si la réalité extérieure elle-même n'était qu'un assemblage instable d'images. Le regard de Lily, parfois, semble réfléchir une intention obscure, devenant un miroir dans lequel Nina ne se reconnaît pas. Ces reflets multiples créent un monde sans substance propre, un monde de surface où il est impossible de trouver un ancrage stable, préparant le terrain pour la perte de repères définitifs. La question de l'authenticité du sentiment dans l'art est posée de manière provocante. Thomas exige de Nina qu'elle ressente, qu'elle soit le cygne noir. Mais peut-on authentiquement ressentir un sentiment qu'on ne possède pas, si ce n'est par l'imitation, la simulation, jusqu'à ce que la simulation devienne une seconde nature? Le parcours de Nina montre que cette authenticité peut être fabriquée par la souffrance, la terreur et la folie. Elle ne ressent véritablement la noirceur et la passion qu'au moment où elle perd complètement le contrôle, où elle est possédée par le personnage. L'authenticité artistique se paie donc par la perte d'authenticité personnelle, par l'aliénation de soi. L'artiste authentique serait celui qui a cessé d'exister en dehors de son art. Le mouvement de caméra souvent circulaire ou en spirale, notamment dans les scènes de danse ou de vertige, renforce le thème de l'enfermement et de la répétition. La caméra tourne autour de Nina comme pour l'enserrer, où elle entraîne le spectateur dans un tourbillon qui mime sa désorientation. Ces mouvements circulaires contrastent avec les lignes droites et les angles droits de l'architecture du théâtre, opposant le flux chaotique de l'intériorité à la rigidité géométrique de l'institution. Dans la scène de la boîte de nuit, le mouvement circulaire est associé à la perte de contrôle et à la libération des pulsions. Dans les scènes de crise, il est associé au vertige et à la nausée. Le statut de l'image finale, ce plan sur le visage de Nina baigné de lumière blanche, est ultimement métacinématographique. C'est l'image même de l'extase artistique et de la mort, mais c'est aussi l'image que le film nous laisse en mémoire, l'icône sublime qu'il a construite. En un sens, Nina meurt pour devenir cette image parfaite, fixée à jamais dans la blancheur des projecteurs et de la pellicule. Le film nous dit peut-être que le prix de la création d'une image si puissante, que ce soit pour la danseuse ou pour le cinéaste, est un sacrifice absolu. Nina devient une image, et le film, en s'achevant sur cette image, célèbre et déplore en même temps ce sacrifice nécessaire à son existence même. Le concept de techné grec, qui désigne à la fois l'art et le savoir-faire technique, éclaire le dilemme central de Nina. Sa maîtrise technique parfaite, sa techné au sens strict, est jugée insuffisante par Thomas, qui exige l'irruption du pathos, de la souffrance et de la passion vécue. Le film interroge ainsi la possibilité même de l'art comme pure technique, et postule qu'un excès de perfection formelle peut devenir une barrière à l'expression vraie. La descente dans la folie de Nina représente alors la destruction violente de cette techné trop rigide pour laisser place à une vérité émotionnelle brute et dangereuse. L'art ultime naîtrait ainsi de la ruine contrôlée de la maîtrise technique, un paradoxe qui met en péril l'intégrité psychique de l'artiste. La métaphore du cygne, animal gracieux en surface mais battant frénétiquement des pieds sous l'eau, illustre parfaitement cette dualité entre l'apparence de l'effort maîtrisé et la réalité d'une lutte violente et désespérée. L'économie du désir dans le film obéit à une logique de pénurie et de cannibalisme. Le désir de Nina pour la perfection, le désir érotique de Thomas pour sa jeunesse, le désir nostalgique de la mère pour sa propre carrière avortée, et le désir de Lily pour la position d'étoile, s'affrontent dans un système fermé où la satisfaction de l'un nécessite la frustration ou la destruction de l'autre. Ce cannibalisme des désirs culmine dans l'hallucination où Nina dévore littéralement un gâteau empoisonné, image d'une incorporation destructive de ce qui est convoité. Le désir n'est jamais créateur ici,
Seulement dévorateur, il ne construit pas, il consume. La scène érotique avec Lily, réelle ou fantasmée, est moins un échange qu'une tentative de dévoration de l'essence de l'autre, d'absorption de ses attributs. La jalousie, moteur puissant, est le sentiment par excellence de cette économie mortifère où l'on ne possède que ce que l'autre ne possède pas. L'architecture néogothique du théâtre, avec ses arches, ses escaliers monumentaux et ses hauts plafonds, n'est pas qu'un décor. Elle inscrit l'action dans une dimension quasi religieuse et sacrificielle. L'espace rappelle une cathédrale dédiée au culte de l'art, où les danseuses sont à la fois les prêtresses et les victimes sacrificielles. La fosse d'orchestre vers laquelle Nina tombe peut évoquer les anciennes fosses au lion des arènes, ou un autel symbolique. Cette dimension sacrale est renforcée par la ritualisation extrême des gestes, l'échauffement, l'application du maquillage, la répétition des pas sont des liturgies immuables. Thomas y joue le rôle du grand prêtre exigeant, distribuant les grâces et prononçant les excommunications. Nina, en s'offrant en sacrifice à la fin, accomplit le rite ultime de cette religion dont l'art est le dieu cruel et exigeant. Et la dialectique entre l'individu et le type, chère à la philosophie de l'art, est magistralement illustrée. Nina doit cesser d'être Nina Sayer, individu particulier avec ses névroses et son histoire, pour devenir le signe, un type universel, une idée platonicienne de la dualité pure. Son effacement progressif en tant qu'individu, marqué par la perte de son nom, on l'appelle souvent simplement ma petite ou ma chérie, est le prix à payer pour incarner l'archétype. Mais le film montre aussi la violence de ce processus. L'individu résiste, sa chair se rebelle, sa psyché se fracture. La perfection typique ne s'atteint qu'en écrasant les particularités individuelles. La fin suggère que Nina n'a atteint la plénitude de l'archétype qu'au moment où son individualité s'éteint définitivement, dans la mort ou la fusion totale. Elle ne danse plus le cygne, elle est devenue le signe, effaçant la distinction entre le représentant et la chose représentée. Le traitement du temps de la performance, contrairement au temps des répétitions, est un temps hors du temps, un kéro par opposition au chrono. Les quelques minutes du pas de deux finales sont un moment de vérité absolue, de décision irréversible, suspendu hors du flux normal de la durée. Le film utilise le ralenti, les plans rapprochés sur les expressions, pour dilater ce moment et en faire l'éternité subjective de Nina. Dans cet intervalle sacré, toutes les contradictions se résolvent, la dualité s'unifie dans l'action, et le destin s'accomplit. C'est un moment d'extase au sens étymologique, être hors de soi. Nina y est littéralement hors de son moi ordinaire, hors du temps linéaire, projetée dans une éternité esthétique où la vie et la mort, le succès et l'échec, deviennent synonymes. Cette dilatation du moment présent est l'ultime cadeau et l'ultime trahison de l'art. La notion de limite est constamment interrogée, repoussée et transgressée. Limite du corps, la douleur, la fatigue, limite psychique, la folie, limite morale, la manipulation, la trahison, limites artistiques, entre technique et émotion. Le film est une longue exploration de ces frontières et de ce qui se passe lorsqu'on les franchit. Thomas est l'agent provocateur de ces transgressions, poussant Nina au-delà de ce qu'elle croit possible ou acceptable. Mais la transgression ultime est celle de la frontière entre le soi et l'autre, entre la réalité et l'hallucination, entre la vie et l'art. À la fin, toutes les limites ont été pulvérisées, laissant Nina dans un état de fusion indifférencié avec le monde et le mythe. Cette disparition des limites, bien que source d'extase créatrice, est aussi l'annonce de la dissolution de la personnalité et de la mort. Le motif de l'enfermement et de l'évasion est traité de manière subtilement paradoxale. L'appartement est une prison douce, le théâtre une prison glorieuse. Chaque tentative d'évasion de Nina, la sortie avec Lily, la séduction de Thomas, même la performance ultime, la conduit en réalité à s'enfermer davantage, soit dans un nouveau piège, la dépendance, la culpabilité, soit dans la prison de son propre esprit. La véritable évasion, suggère le film, n'est peut-être possible que par la mort physique ou psychique, seule issue à un système totalitaire où même la rébellion est récupérée par le système, sa rébellion contre sa nature de signe blanc la transforme en signe noir, autre produit du même mythe. La scène sur le toit, où elle croit pouvoir s'envoler, est la métaphore de cette illusion d'évasion. Il n'y a pas d'issue, seulement une chute. L'influence de la pensée de Nietzsche, notamment des concepts d'apollinien et de dionysiaque, est frappante. Le signe blanc représente l'apollinien, ordre, mesure, beauté formelle, illusion claire. Le signe noir incarne le dionysiaque, chaos, ivresse, pulsion, dissolution des formes individuelles. Nina, apollinienne à l'excès, doit s'ouvrir au dionysiaque pour devenir une artiste complète. Mais le film montre le danger de cette ouverture, le dionysiaque n'est pas une composante qu'on peut doser, c'est une force torrentielle qui risque de tout emporter, y compris la raison et la vie.
La fusion finale, où elle danse le cygne noir avec une sauvagerie transcendante, est le moment dionysiaque par excellence, où l'individu se fond dans la volonté artistique primitive, au prix de son anéantissement. Thomas joue le rôle du sage qui comprend la nécessité de ce balancement, mais en praticien cynique et manipulateur. Le statut de l'objet d'art dans le film est profondément ambigu. Les tableaux de la mer sont des objets kitsch, sans valeur artistique réelle, symptôme de son échec et de son mauvais goût. Le presse-papier à musique est un objet décoratif et infantilisant. Les accessoires de Bette, rouge à lèvres, lime, sont des fétiches. Le ballet lui-même, en tant qu'art vivant, semble échapper à cette objectification, mais il est sans cesse ramené à sa matérialité. Les chaussons usés, les tutus, les contrats. Le film pose la question, l'œuvre d'art ultime est-elle le spectacle éphémère, où le corps martyrisé est transformé de la danseuse? Le corps de Nina devient lui-même une œuvre d'art en train de se faire, une sculpture vivante qui se fissure et saigne, plus proche de la performance art body art que du ballet classique. Son suicide artistique est l'achèvement de cette œuvre. Le thème de la généalogie et de la malédiction est sous-jacent. Nina hérite d'une double malédiction, celle de la mère, l'échec artistique et la frustration, et celle de Bette, le rejet et la folie. Elle doit briser cette malédiction pour exister, mais la manière dont elle s'y prend, en répétant les gestes de Bette, en volant ses attributs, montre qu'elle est piégée dans la répétition du même scénario. La rivalité avec Lily est aussi une répétition de la rivalité qu'a dû connaître Bette avec sa propre remplaçante. Le ballet du lac des cygnes, avec son histoire de malédiction et de trahison, superpose sa propre trame narrative à celle des personnages, créant un effet de mise en abîme où la fiction semble dicter le destin des interprètes. Nina est-elle maudite parce qu'elle joue un rôle maudit, ou joue-t-elle ce rôle parce qu'elle est maudite? Le film laisse la question ouverte. La question du regard interne, de l'autosurveillance, est cruciale. Nina ne fait pas que subir le regard des autres, elle a intériorisé ce regard au point qu'il devient une instance permanente de jugement et de contrôle. La caméra à l'épaule, si proche d'elle, peut être vue comme la matérialisation de ce regard intériorisé, toujours présent, jamais apaisé. Ces hallucinations sont souvent la projection de ce regard critique sous forme de figures menaçantes, les autres danseuses qui rient, le double dans le miroir. La performance parfaite exige une division du sujet, une partie qui agit, et une partie qui observe et critique l'action en temps réel. La folie de Nina commence quand ces deux instances cessent de communiquer et deviennent des entités séparées et hostiles. La guérison, ou la résolution, advient quand le regard observateur fusionne à nouveau avec l'acteur dans l'extase de la performance finale, mais au prix de la dissolution des frontières du moi. L'utilisation des sons diégétiques transformés en éléments psychologiques est une prouesse du film. Le grattement des plumes qui poussent, le craquement des os qui se déplacent, le déchirement de la peau, sont des sons subjectifs qui matérialisent l'angoisse somatique de Nina. Ils ne sont pas entendus par les autres personnages, ce qui renforce l'isolement de son expérience. Ces bruits organiques créent une horreur intimiste, bien plus efficace que des cris ou de la musique stridente. Ils suggèrent que le corps lui-même devient étranger, qu'il produit son propre langage de souffrance et de transformation, un langage que seule Nina peut décrypter. Le froissement du tutu, si proche du bruit d'aile, participe de cette transformation. Le vêtement de scène cesse d'être un costume pour devenir une extension organique, une seconde peau d'oiseau. La notion de contrat, explicite ou implicite, régit toutes les relations. Le contrat professionnel lie Nina à la compagnie et à Thomas, lui imposant obéissance et sacrifice. Le contrat filial non écrit la lie à sa mère, exigeant gratitude et soumission en échange du sacrifice passé. Le contrat artistique, le plus exigeant, la lie au public et à l'œuvre, exigeant la perfection au prix de tout. Le film montre comment ces contrats se contredisent et entrent en conflit. Le contrat artistique exige qu'elle se libère de l'emprise maternelle, mais le contrat filial l'en empêche. Le dénouement est la résolution violente de ces contradictions. Nina brise tous ses contrats, elle trahit sa mère, défie Thomas, transgresse les limites de son corps, pour honorer le seul contrat qui, à ses yeux, vaille, celui avec l'idéal de perfection. Cette rupture libératrice est aussi un crime symbolique, parricide, désobéissance, automutilation, qui exige une sanction, ici la mort. La lumière électrique, par opposition à la lumière naturelle, est souvent associée à la vérité impitoyable et à l'exposition. Les néons des couloirs révèlent sans pitié les défauts, la fatigue, l'anxiété. Les projecteurs de scène transforment le corps en objet esthétique pur, mais aussi en cible vulnérable. La lumière de la loge, crue et directe, est celle de la confrontation avec soi dans le miroir. À l'inverse, la pénombre de l'appartement, les lumières tamisées, sont associées au mensonge doucereux, à l'illusion confortable. Nina évolue de plus en plus dans des espaces de lumière crue,
comme si elle était arrachée à la pénombre protectrice pour être jetée nue sous le regard de la vérité. La lumière blanche finale est l'aboutissement de ce processus, une lumière si pure qu'elle en devient aveuglante, dissolvante, vérité absolue qui équivaut à l'extinction. Le personnage de Thomas peut aussi être lu comme une figure de metteur en scène ou de cinéaste à l'intérieur du film. Ses méthodes de direction rappellent celles de certains réalisateurs célèbres, prêts à manipuler, humilier ou séduire leurs acteurs pour obtenir la performance désirée. Il dirige la transformation de Nina comme Aronofsky dirige Portman. Cette mise en abîme interroge l'éthique de la direction d'acteur et le prix de la performance réelle. Thomas veut une vérité organique, mais il l'obtient par des moyens artificiels et violents. Le film lui-même, pour obtenir la performance déchirante de Portman, a exigé un entraînement physique et mental extrême. La frontière entre Thomas et Aronofsky, entre l'exigence diégétique et l'exigence de tournage, devient poreuse, nous confrontant à notre propre complicité de spectateurs qui désirons voir cette souffrance et cette transformation authentique à l'écran. La symbolique des éléments, terre, air, eau, feu, structure secrètement le parcours de Nina. Elle est d'abord terrestre, lourde, ancrée, contrôlée, la terre. Elle aspire à devenir aérienne, légère comme l'air, capable de voler, l'air. Sa transformation passe par l'eau, les bains, la sueur, le lac mythique, et aboutit à une forme de feu, l'embrasement final de son corps et de son esprit dans l'extase de la performance, qui la consume. Les hallucinations aquatiques, l'ongle qui saigne comme une fontaine, la sensation de noyade marquent l'étape de dissolution nécessaire avant la renaissance. La chute finale est un retour à la terre, mais une terre matelassée, qui absorbe et pardonne, ou une eau symbolique dans laquelle le cygne se noie. Ce parcours élémentaire inscrit son aventure dans un cycle naturel plus vaste, celui de la transformation et du sacrifice. La dialectique entre la grâce et la disgrâce est au cœur de l'esthétique du film. Le ballet recherche la grâce absolue, l'effacement de l'effort, l'harmonie des formes. Mais le film s'intéresse à tout ce qui fait tache dans cette grâce, la sueur, le sang, les corps déformés, les grimaces de douleur, les crises de larmes. La disgrâce de Nina, ses crises, ses hallucinations, est montrée avec la même intensité, parfois la même beauté troublante, que ses moments de grâce. Le film suggère que la vraie grâce artistique ne peut émerger que de l'acceptation et de l'intégration de cette disgrâce, de cette part d'ombre et de laideur. La perfection de Nina au final est gracieuse non pas malgré sa blessure, mais à cause d'elle, la tache de sang sur le tutu blanc est le sceau de son authenticité, le stigmate qui fait d'elle une sainte martyre de l'art. Le traitement des mains, déjà évoqué, révèle aussi une angoisse de la créativité et de l'action. Les mains de la mère, qui tricotent, peignent, caressent, sont des mains qui figent, qui enserrent. Celles de Thomas, qui manipulent, sont des mains de pouvoir et de prédation. Nina, en regardant ses propres mains se transformer, assiste à la perte de son instrument premier d'action et de création. La danse utilise tout le corps, mais les mains sont essentielles à l'expression. Lorsqu'elle se met à la trahir, à devenir griffue, c'est sa capacité même à créer qui est menacée. La scène où elle se regarde les mains dans le métro, avec terreur, est un moment de prise de conscience de cette aliénation. Ses propres mains lui sont devenues étrangères, comme si elles appartenaient déjà à la créature qu'elle est en train de devenir. L'humour noir, présent par touches subtiles, sert à dédramatiser par moments avant de replonger dans l'horreur. Les répliques cinglantes de Thomas, l'absurdité de certaines situations, la mère peignant frénétiquement dans le noir, le côté caricatural de la rivalité entre danseuses, apportent une respiration ironique. Cet humour n'est jamais gratuit. Il souligne le grotesque qui se cache sous le sublime, le ridicule des comportements extrêmes induits par le milieu. La scène où Nina, hagarde, demande à un pharmacien effrayé si le rouge à lèvres qu'elle a volé est du rouge de Bette McIntyre a une dimension comique macabre. Cet humour permet au film d'éviter le pur mélodrame et d'ancrer la folie dans un réel qui a ses propres codes absurdes. Le concept de performance de genre de Judith Butler trouve une illustration littérale dans le parcours de Nina. Elle performe d'abord une féminité normative, de fille obéissante et de ballerine disciplinée. On lui demande ensuite de performer une féminité transgressive, celle de la séductrice noire. Le film montre la violence de ce passage d'une performance à l'autre et l'impossibilité pour Nina de trouver une performance authentique qui ne soit pas dictée par l'attente d'un autre, la mère, Thomas, le public. Sa crise identitaire vient du fait qu'elle est sommée de changer de performance sans avoir le temps de déconstruire la première, ce qui conduit à un effondrement. La solution finale est de performer la performance elle-même, de jouer à être celle qui joue parfaitement les deux rôles, dans une métaperformance qui absorbe totalement le sujet performant. Les références picturales, bien que moins explicites que les références musicales ou littéraires, sont présentes. L'esthétique de certains plans,
avec leurs contrastes marqués et leur corps pâle sur fond sombre, évoquent la peinture du Caravage ou de Georges de la Tour. La scène de Nina dans la baignoire, éclairée par une lumière latérale, rappelle les nus tragiques de la peinture académique ou les Ophélia pré-raphaélites. Les portraits de la mère, naïfs et kitsch, s'opposent à cette esthétique raffinée, marquant le fossé culturel et esthétique entre la mère et le monde dans lequel évolue sa fille. Le film se construit ainsi comme une galerie de tableaux vivants, où chaque cadre est soigneusement composé pour évoquer une tradition picturale spécifique, ajoutant une autre couche de réflexivité sur la représentation et la beauté. La question du libre arbitre de Nina est centrale et tragique. A-t-elle jamais choisi quoi que ce soit? Son métier lui a-t-il été imposé par sa mère? Le rôle lui a-t-il été volé par séduction ou manipulation? Ses actes de libération, sortir avec Lily, séduire Thomas, sont-ils des initiatives personnelles ou des réponses aux incitations d'autrui? Même sa transformation finale et sa mort semblent dictées par la logique interne du rôle et les attentes de son entourage. Le film peint le portrait d'un être constamment agi, dont l'agentivité n'apparaît que dans l'autodestruction, comme si la seule décision réellement libre qui lui restait était celle de se détruire pour accomplir l'idéal qu'on lui avait imposé. Cette négation du libre arbitre renforce le sentiment de tragédie. Elle est une victime consentante, peut-être même enthousiaste, d'un système qui l'a complètement formaté. Le bruit de la ville de New York, toujours présent en fond sonore mais étouffé, fonctionne comme un rappel du monde réel dont Nina est coupée. Les sirènes de police, le grondement du trafic, les voix lointaines, forment une rumeur inquiétante et impersonnelle qui contraste avec l'univers clos et feutré du théâtre et de l'appartement. Ce bruit est la marque d'une réalité brute, désordonnée, qui n'obéit à aucun chorégraphe. L'incapacité de Nina à y faire face, elle est agressée dans le métro, elle se perd dans les rues, montre à quel point elle est adaptée uniquement au microcosme hautement régulé du ballet. Sa folie est aussi une perte de ce lien ténu avec le monde extérieur. Les bruits de la ville sont remplacés par les bruits intérieurs de son corps et de son esprit qui se détraquent. La performance parfaite est l'ultime retrait dans la bulle aseptisée de l'art, où plus aucun bruit du monde ne vient perturber la pureté du geste. Le thème de la promesse non tenue, ou trahie, est récurrent. La mère a promis à Nina une carrière glorieuse, mais lui a imposé un fardeau insupportable. Thomas lui promet la grandeur artistique, mais en exigeant d'elle l'impossible. Le ballet promet la beauté et la transcendance, mais il exige un tribut de souffrance. Nina elle-même, en acceptant le rôle, fait une promesse de perfection qu'elle ne peut tenir qu'en se brisant. Chaque personnage est lié par des promesses toxiques qui génèrent culpabilité et ressentiment. La résolution ne vient pas de l'accomplissement de ces promesses, mais de leur transgression violente. En se tuant symboliquement sur scène, Nina brise toutes les promesses qu'on lui a faites et qu'elle a faites, se libérant par l'anéantissement de l'économie du devoir et de la dette. L'utilisation des couleurs dans les costumes de scène oppose le blanc immaculé d'Odette, symbole de pureté mais aussi de frigidité et de mort, au noir brillant d'Odile, symbole de mort aussi, mais d'une mort active, séductrice, liée au désir. Nina, dans sa vie, porte des gris, des beiges, des roses délavées, couleurs de l'indécision et de l'absence de désir affirmé. La scène où elle essaie un tutu noir chez elle, devant le miroir, est un moment clé où elle tente d'endosser visuellement l'identité qu'on exige d'elle, avec un mélange de fascination et d'horreur. La tache de sang sur le tutu blanc final crée une troisième couleur, le rouge, couleur de la vie, de la passion et de la mort, qui vient souiller la pureté et réchauffer la froideur, signant l'irruption du réel organique dans l'idéal esthétique. Le motif du labyrinthe, déjà présent dans les couloirs du théâtre, s'étend à la structure narrative elle-même. L'intrigue est un labyrinthe psychologique dont Nina cherche la sortie, mais chaque détour semble la ramener au point de départ ou l'enfoncer davantage. Les personnages qu'elle croise, Thomas, Lily, la mère, Beth, sont comme les figures énigmatiques ou menaçantes d'un labyrinthe mythologique. Le Minotaure au centre, qu'elle doit affronter, n'est autre que son propre double, sa propre part d'ombre. La sortie du labyrinthe, dans le mythe, nécessite un fil d'Ariane. Ici, le fil est peut-être la musique de Tchaïkovski, qui guide ses pas jusqu'au dénouement, ou bien la pulsion de mort qui la pousse inexorablement vers le centre où l'attend sa propre destruction. La performance finale est à la fois l'entrée au centre du labyrinthe et la sortie par le haut, par dissolution. La notion de souffle est importante dans une œuvre sur le corps. La respiration de Nina, souvent audible, passe de contrôlée et superficielle, quand elle est anxieuse, à haletante et désordonnée, dans l'effort ou la panique, pour finalement sembler s'arrêter dans l'extase finale. Le souffle est le signe de la vie organique, que la discipline du ballet cherche à rendre invisible. Le fait qu'on l'entende constamment rappelle que sous la forme parfaite, il y a un animal qui lutte pour l'air. Les crises d'angoisse de Nina se manifestent par des difficultés respiratoires. Le souffle devient ainsi le métronome de son angoisse et de son effort. À la fin,
Quand elle dit « je l'ai senti », elle parle peut-être de ce souffle enfin libéré, de cette respiration profonde de l'être qui coïncide avec son dernier souffle. L'interprétation de la relation mère-fille à travers le prisme du complexe de la mère morte d'André Green est éclairante. La mère de Nina, bien que physiquement présente, est psychologiquement morte à ses propres désirs et ambitions, ce qui la rend incapable de reconnaître les besoins réels de sa fille. Elle n'est qu'un vide comblé par la projection de ses propres rêves brisés. Nina grandit donc avec le sentiment d'avoir à animer cette mère morte, à lui donner vie par ses succès, tout en subissant son emprise étouffante. La danse devient alors à la fois un moyen de plaire à cette mère et de s'en extraire, ce qui crée un conflit insoluble. La violence finale de Nina envers sa mère, l'enfermer dans la chambre, est un acte symbolique de séparation nécessaire, mais qui arrive trop tard et se paie au prix fort. Le statut du public dans le film est ambigu. Il est à la fois le juge suprême, le destinataire ultime du sacrifice et une entité abstraite, presque fantomatique. On ne voit jamais clairement le public pendant la performance finale, il est suggéré par des plans flous, des applaudissements venant du noir. Ce public abstrait représente le regard anonyme et idéal auquel tout artiste s'adresse, le surmoi culturel qui exige la perfection. Nina ne danse pas pour les individus présents, mais pour cette idée du public, pour la postérité, pour l'art avec un grand A. Sa satisfaction finale vient de ce qu'elle croit avoir satisfait cette instance suprême. En cela, son sacrifice est religieux, elle s'offre en holocauste à un Dieu abstrait et insatiable. Le film nous, spectateurs réels, place dans la position inconfortable de ce Dieu, complice et horrifié par le sacrifice que nous sommes venus contempler. Est la fin ouverte du film, entre mort physique et mort psychique, entre succès et échec, et son ultime force. En refusant de trancher, Aronofsky nous force à interroger nos propres valeurs. Quelle fin préférons-nous? Celle où l'artiste meurt en ayant atteint la perfection, tragédie romantique? Celle où elle survit, brisée, mais ayant transcendé ses limites, drame psychologique? Notre choix révèle notre propre rapport à l'art, au sacrifice, à la notion de réussite. Le film devient ainsi un miroir tendu au spectateur. Que sommes-nous prêts à accepter, à applaudir, à célébrer? La beauté justifie-t-elle tout? En laissant la question sans réponse, le film évite le didactisme et conserve toute sa puissance de trouble et de fascination. Il nous laisse avec l'image sublime et insoutenable d'un corps qui se brise pour devenir une forme parfaite, nous obligeant à vivre avec cette contradiction. Et la quête de Nina transcende le simple cadre psychologique pour atteindre une dimension proprement métaphysique, interrogeant la possibilité d'une union mystique avec l'idée pure de la beauté. Son parcours initiatique l'a conduit à sacrifier son individualité contingente, son « moi », social et psychologique, sur l'autel d'une forme absolue. La perfection qu'elle atteint n'est pas celle d'une performance humaine améliorée, mais celle d'une incarnation, d'une théophanie artistique où la danseuse s'efface pour laisser passer l'archétype. Cette dissolution du particulier dans l'universel, bien que présentée comme un couronnement, sonne aussi comme un avertissement sur le caractère inhumain de l'idéal esthétique absolu. La lumière blanche finale est autant une illumination mystique qu'un anéantissement, rappelant que le regard qui contemple l'absolu ne peut survivre indemne à cette vision. Le film pose ainsi une question vertigineuse. L'art suprême exige-t-il nécessairement la mort de l'artiste en tant qu'être de désir et de faille, ne laissant subsister que la forme pure et désincarnée? L'économie émotionnelle du film repose sur un paradoxe fondamental. L'expression artistique la plus intense et la plus convaincante n'est non d'un surplus de vie, mais d'un processus d'auto-appauvrissement et de contraction existentielle. Nina ne puise pas dans une richesse intérieure pour nourrir son rôle. Au contraire, elle doit se vider de sa personnalité native, appauvrir son monde relationnel, réduire sa vie à une obsession unique jusqu'à la transe. L'authenticité qu'on lui réclame est une authenticité négative, fondée sur la soustraction de tout ce qui n'est pas le rôle. Cette logique d'ascèse destructive rejoint certaines pratiques spirituelles extrêmes, où la réalisation passe par le renoncement total. Le film montre ainsi la face sombre de la discipline artistique. Elle n'est pas seulement un entraînement, mais une amputation progressive de l'être au monde. La libération finale n'est pas un épanouissement, mais l'explosion ultime d'un sujet qui s'est tellement contracté qu'il ne trouve plus d'issue que dans l'implosion. L'art devient ici le contraire d'une thérapie. C'est un accélérateur de crise psychotique, un catalyseur de dissolution. L'héritage le plus durable de Black Swan réside peut-être dans sa reformulation radicale du mythe de la créativité féminine, trop souvent enrobée de clichés sur l'inspiration ou la sensibilité naturelle. Ici, la création n'a rien de gracieux ou d'intuitif. C'est un combat sanglant, un accouchement dans la douleur qui donne naissance à un monstre aussi sublime que terrifiant. Nina n'est pas une muse, elle est une gladiatrice s'entraînant à son propre sacrifice.
Le film déconstruit la figure romantique de l'artiste maudit pour la replacer dans un cadre concret de pression institutionnelle, d'exploitation des corps et de compétition impitoyable. La folie de Nina n'est pas un don romantique, mais le symptôme d'un système qui pousse à l'extrême les contradictions entre le corps et l'esprit, entre l'individu et le collectif, entre la vie et l'art. En ce sens, Black Swan est un film profondément matérialiste sur l'art, qui replace le processus créatif dans la matérialité des corps souffrants, des rapports de pouvoir et des infrastructures économiques. La grâce est le produit visible d'une violence invisible mais omniprésente. Est la réception du film, entre fascination et malaise, révèle notre propre ambivalence collective face aux exigences de l'excellence et au récit de succès. Nous célébrons le triomphe de Nina tout en étant horrifiés par son prix, sans parvenir à dissocier les deux. Cette schizophrénie du spectateur reflète celle d'une société qui vénère la performance absolue tout en feignant d'ignorer ses conditions de possibilités souvent destructrices. Black Swan fonctionne comme un miroir déformant mais véridique de nos cultes modernes. La productivité, la réalisation de soi poussée à l'extrême, la quête d'une authenticité devenue marchandise. Le personnage de Thomas incarne parfaitement le manager ou le coach contemporain, qui instrumentalisait le langage de l'épanouissement et de la transgression pour obtenir une productivité maximale. En nous faisant compatir avec Nina tout en étant captivés par sa transformation, le film nous rend complices du système qui la broie, interrogeant la part de notre désir qui s'alimente au spectacle de l'effort et de la souffrance sublimée. En définitive, Black Swan demeure une œuvre totale précisément parce qu'elle résiste à toute interprétation univoque, tissant ensemble le psychodrame, le conte gothique, le film d'horreur corporelle et la méditation philosophique. Sa puissance ne réside pas dans une réponse, mais dans la radicalité avec laquelle il pose des questions essentielles et inconfortables. Où se situe la frontière entre le dépassement de soi et l'autodestruction? L'art justifie-t-il l'annihilation de l'artiste? La perfection est-elle un idéal ou un leurre mortifère? En incarnant ces questions dans le corps et le parcours halluciné de Nina Sayer, Darren Aronofsky a créé une expérience sensorielle et intellectuelle inoubliable, un cauchemar éveillé d'une beauté insoutenable. Le film nous hante parce qu'il touche à une vérité troublante sur la condition de l'artiste et plus largement sur le coût humain de toute quête d'absolu, laissant en nous l'écho de ces derniers mots « J'étais parfaite », à la fois apothéose et épitaphe d'un moi sacrifié sur l'autel du sublime.